Guten Abend. Wir haben einen besonderen Gast, das ist Madame Sylvie Goulard. Sie ist mein Kollege hier im Europaparlament schon seit Jahren. Das ist eine remarkable Person. Sie hat ein ganz paar Diplome, also die große französische Schulen frequentiert. Sie war Institut d'études politiques, so hat den gemäht. Sie ist also prädestiniert von ihrer Formation hier für an Europa mitzuschwätzen. En plus hat sie en Frankreich den Mouvement européen präsidiert. Das ist schon eine ganz prestigiöse Geschichte, wenn ihr wisst, dass hier aber Synthese besser gemäht wird von all dem, was die Zivilgesellschaft zu sagen hat über die Integration von der Europäischen Union. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Je viens de rappeler en luxembourgeois que tu es bardé de diplômes, que tu as fréquenté les grandes écoles, que ton savoir, ta formation, la fréquentation des grandes écoles te prédestine en fait à une carrière au pair. Donc tu joues dans les couches stratosphériques de la politique. Tu as été conseillère de Prodi. Si ma lecture de ta biographie est exacte, donc tu as été à la commission. Tu as fait la synthèse de ce que pense l'Europe d'en bas, si je puis m'exprimer ainsi. Ici au Parlement européen, tu es membre de la commission économique et à ce titre, tu ne cesses de faire des interventions en vue de faire bouger les lignes. On est impressionné par le grand nombre d'initiatives que tu prends. Bon, tu n'es pas sans savoir que certains efforts sont vains. Pourquoi tu persévères? C'est une bonne question. D'abord, je tiens à souligner que nous vivons une époque qui rend extrêmement modeste. Il ne suffit pas d'avoir des diplômes, il ne suffit pas d'avoir de l'expérience. Ce que nous vivons au quotidien, c'est quand même la désaffection d'une partie des citoyens européens. Je persévère, peut-être par entêtement, c'est une mauvaise qualité, peut-être aussi par conviction, parce que j'ai vraiment le sentiment, et ça a été répété par Jean-Claude Juncker dans son intervention, que nous avons un héritage historique à défendre. Nous pouvons souhaiter faire l'Europe autrement, mais M. Juncker a bien dit qu'il avait reçu de son père, et c'est aussi mon cas dans la famille, une espèce de message, c'est que la paix est quelque chose qui est au-dessus du reste, et qu'en plus, ce que nous avons été amenés à faire en Europe pour y arriver, je pense notamment à la coopération franco-allemande dans laquelle j'ai été beaucoup impliquée dans ma vie, sont des missions absolument exaltantes. Alors je crois qu'il faut savoir garder le cap dans la tempête, tout en étant assez intelligent pour entendre les critiques, évidemment. Il ne s'agit pas de continuer de manière un peu, comment dirais-je, sourde et aveugle aux critiques. La France avait donné tous ses talents à l'Europe. Je pense à Jean Monnet, à Robert Schuman, enfin, qui appartient aussi un peu aux Luxembourgeois, parce qu'il est né à Luxembourg, il a fait ses études secondaires à Luxembourg. Ensuite, on connaît son parcours. La France a toujours été sur le front pour lutter pour plus d'intégration européenne. Depuis un certain temps, aussi après le départ de Jacques Delors de la Commission européenne, on a l'impression que la France ne saisit pas toutes les occasions pour faire avancer l'Europe. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'il y a un vrai malaise au niveau français ? Il y a sûrement un malaise récent, mais je dirais que malheureusement, il y a toujours eu en France les deux courants. Un courant pro-européen, qu'incarnent les personnalités qui ont été mentionnées, et puis des courants farouchement eurosceptiques. Par exemple, aujourd'hui, on parle à nouveau de relancer l'Europe de la défense. Qui a tué en 1954 le projet de la Communauté européenne de défense? Ce sont les Français, et c'est même Pierre Mendès France qui fait partie d'un espèce de panthéon de la plupart des hommes politiques français, et pour lesquels moi, j'ai beaucoup enfin, je suis très perplexe sur son bilan. En tout cas, sur son bilan européen, il était contre le traité de Rome aussi. En 1965-66, la France a fait la politique de la chaise vide. En 2005, la France a voté contre le traité constitutionnel. Donc la France est à la fois un moteur et un frein extrêmement puissant. Ce qui est particulièrement tragique en ce moment, c'est que je crois que l'absence de la France, sans survaloriser le rôle du pays, est particulièrement nette. Parce que c'est un pays qui, contrairement à ce que semble croire François Hollande, n'est ni du Nord ni du Sud. La France n'est pas là pour faire une alliance des pays méditerranéens contre l'Allemagne. C'est un contresens historique. La France est là pour travailler avec l'Allemagne de manière à probablement apporter une autre vision qui se frotte à celle des Allemands, qui est très différente sur le plan de l'organisation de l'État, de l'économie, et rendre le produit commun
absorbable par l'ensemble de l'Europe. Très bien, parlons un peu du Brexit. Moi, je crois que tous les scénarios sont encore possibles, du moins en théorie. Est-ce que tu crois vraiment au départ définitif du Royaume-Uni de l'Union européenne? Là encore, ça dépend ce qu'on regarde. Ce que le gouvernement britannique dit, c'est qu'ils sont décidés à sortir, en respectant le résultat du référendum du 23 juin, 52% pour la sortie. Et si le résultat n'est pas confirmé par un vote au Parlement? Alors, il y a des obstacles constitutionnels internes, mais moi je ne voudrais pas tomber dans le piège de dire que nous considérons comme vain le message du peuple britannique. Pour les autres Européens, ce qui est important, c'est ce que dit le gouvernement officiel de Sa Gracieuse Majesté, qui nous dit qu'il veut sortir. Cela dit, entre le discours et les actes, on voit bien qu'il y a un fossé énorme et que pour l'instant, le gouvernement britannique se garde bien d'enclencher la procédure. Alors, est-ce que c'est du cynisme, la volonté d'essayer de grappiller plus d'avantages, de récupérer un commissaire auquel, à mon avis, il n'était pas forcément nécessaire de donner un portefeuille aujourd'hui, ou est-ce que c'est vraiment une stratégie consistant à terme à ne pas vouloir quitter l'Union européenne? Ce que je crois surtout, c'est que contrairement à ce que tous les gens pensent, le Brexit montre les avantages de l'appartenance à l'Union européenne. C'est très facile sur des estrades, dans une campagne, de dire aux gens « vous allez aller mieux », mais lorsqu'on revient dans le monde réel et qu'on regarde tout ce que le Royaume-Uni pourrait perdre, les choses sont plus compliquées. Donc dans le fond, je n'en sais rien. Mais la raison, à mon avis, pour laquelle nous devrions vraiment pousser pour que les négociations commencent, c'est que nos intérêts méritent aussi d'être défendus. Tu ne crois pas que les 27 devraient prendre les devants et dire à Bratislava ou après, voilà notre stratégie, nous proposons au Royaume-Uni, qui a déclaré vouloir quitter l'Union européenne, un statut très proche de son statut actuel. Vous aurez tout sauf les institutions. Donc vous ferez partie du marché unique, vous accepterez toutes les règles qui sont nécessaires pour assurer son fonctionnement. Pour le reste, vous continuez à payer au budget, mais c'était votre choix de quitter les institutions. Donc vous restez partout, mais là où vous avez pris un vote constitutionnel pour quitter l'Union européenne, là on ne peut rien faire. Est-ce que ce ne serait pas une initiative salutaire pour mettre fin à cette devinette? Est-ce qu'ils vont sortir? Est-ce qu'ils vont rester? Je t'aime, moi non plus, etc. Alors, je suis d'accord entièrement avec l'idée qu'il faut que les autres prennent une initiative et qu'on le fasse, si possible, en bonne intelligence avec les Britanniques et qu'en tout cas, nous refusions totalement d'être pris en otage. Ça doit être une décision où on cherche une bonne solution pour tout le monde, le Royaume-Uni et les autres, mais les autres comptant aussi à côté du Royaume-Uni. Là où je suis très sceptique dans ce que tu proposes, je ne vais pas le dire à un luxembourgeois, c'est que par exemple, le marché, c'est aussi la cour de justice qui peut venir arbitrer entre des acteurs qui sont sur ce marché, des entreprises ou des États. Est-ce que sortir des institutions, ça veut dire nous priver nos entreprises de pouvoir aller devant la Cour de justice? Ça, je ne le souhaite pas. Donc, si on peut trouver des coopérations étroites dans un certain nombre de domaines avec le Royaume-Uni, très bien. Mais ce que je voudrais, c'est que les droits et les devoirs soient équivalents. Pour moi, le marché, ce n'est pas la jungle. Ce que nous sommes arrivés à mettre en place en Europe, c'est un marché dans lequel les règles sont adoptées de manière plutôt démocratique, contrairement à tout ce que tout le monde dit, par les ministres et le Parlement, et qu'il y a un contrôle qui est entre les mains de la Commission européenne d'une part et de la Cour de justice en dernier ressort. Et personnellement, pour moi, je ne le dis pas parce que tu es luxembourgeois, mais je pense que l'institution qui a son siège dans le Grand-Duché est celle qui a probablement fait le plus pour l'intégration européenne et qui représente la valeur ajoutée la plus grande du système. Je suis tout à fait d'accord. Est-ce qu'on peut dire à ce stade que la Norvège est plus intégrée dans l'Union européenne que le Royaume-Uni, bien que n'ayant pas de commissaire, pas de juge à la Cour de justice de l'Union européenne, pas de commissaire, pas de parlementaire, ils font partie de Schengen, ils font partie du marché intérieur, ils contribuent même au budget, au fonctionnement de l'Union européenne à travers leur contribution au budget. Un statut proche de celui-là pourrait donner satisfaction à Sylvie? Le problème, ce n'est pas que ça me donne satisfaction à moi, ça tout le monde s'en moque. La vraie question, c'est que je crois qu'il y a eu une ambiguïté dans le vote Brexit. Il y a deux conceptions incompatibles qui se sont ajoutées pour atteindre les 52%. La première, c'est le choix du grand large. On coupe les amarres avec l'Europe, on n'a pas besoin du marché. Notre prospérité viendra du Commonwealth et du business international dérégulé, le cas échéant. Et l'autre était au contraire, en fait, on va arriver à rester avec un statut spécial. Et le dilemme de Mme May, c'est qu'elle ne peut pas avoir les deux. Oui. Donc il faut être
ou bien britannique, ou bien être très intelligent pour comprendre ce qui se passe. Non, il faut être très ferme dans ce que nous avons voulu construire en Europe. Pour moi, les 4 libertés sont indissociables. Le rôle des institutions est important. Si le Royaume-Uni, comme la Norvège, veut bien payer le budget, respecter nos règles, tout en étant content d'être dehors, c'est son problème. Moi, à leur place, je ne l'accepterai pas. Mais encore une fois, peut-être que quand ils feront leur compte et qu'ils verront notamment ce que la City de Londres a à perdre, ils réfléchiront à 2 fois. En tout cas, personnellement, étant élu dans un État membre de la zone euro, il me paraît très important d'aborder ces discussions avec un esprit constructif, mais sans aucune naïveté. Nous avons, encore une fois, des intérêts de la zone euro à défendre, ne serait-ce que pour la stabilité de notre système financier. Et la City, j'ai toujours considéré la City comme un partenaire important. En 7 ans de travail, j'ai énormément travaillé avec eux. Je pense que c'était une valeur partagée des Européens. Mais encore une fois, je crois qu'il va falloir aussi tenir compte de la volonté du peuple britannique. Merci Sylvie, et je le dis au nom de tous mes compatriotes qui ont eu le privilège de t'entendre t'exprimer sur des grands sujets d'actualité. Merci infiniment. Merci Charles.